Ton argent perd de la valeur en ce moment même, et le chiffre affiché sur ton compte ne bougera pas d'un centime. C'est le genre de phrase qu'on entend partout, sans jamais l'expliquer. En France, près de 3 000 milliards d'euros changent de main chaque année. Ils passent par ton salaire, par tes courses, par le crédit de ton voisin. Et ils finissent par faire monter ou baisser le cours d'une action. Personne ne t'a jamais montré ce trajet en entier. C'est ce qu'on va faire ici. Pas des conseils, pas de placement miracle. Une carte. À la fin, tu sauras répondre à 4 questions que la plupart des gens évitent. Pourquoi les prix montent? Qui décide du coût du crédit? Ce qui donne sa valeur à une entreprise. Et pourquoi son cours change toutes les secondes? Ce ne sont pas 4 sujets séparés. C'est une seule machine. Et tu vas la voir en entier. Un seul fil va nous servir de guide. Le trajet d'un euro. Ton euro. Celui qui arrive sur ton compte à la fin du mois. On va le suivre de ton salaire jusqu'au cours d'une action et le voir revenir. Et un seul schéma va se construire sous tes yeux, acte après acte. Rien ne sera jamais effacé. À la fin, il sera complet. 7 actes. Acte 1, la machine, qui produit, qui consomme, qui prête. Acte 2, le thermostat, la monnaie, l'inflation, et qui fixe le prix de l'argent. Acte 3, l'entreprise. D'où vient réellement la valeur? Acte 4, le marché. Pourquoi une action a un prix et pourquoi il bouge? Acte 5, les véhicules, actions, obligations, ETF, immobilier, or, crypto. Acte 6, toi, ce qui décide vraiment de ton résultat. Acte 7, la boucle. 100 euros qui traversent tout le circuit. Chaque acte suit exactement la même structure. Une question. Un mécanisme. Un chiffre réel. Un exemple que tu connais déjà. Et une phrase à retenir. Tu peux t'arrêter à la fin de n'importe lequel. Chacun se tient tout seul. Mais si tu les enchaînes, tu repars avec la carte entière. 2 choses avant de commencer. Abonne-toi, ça aide vraiment la chaîne à exister. Et surtout, pose tes questions en commentaire. Dis-moi ce que tu veux qu'on détaille davantage. On en fera des épisodes entiers. Un dernier point, et il compte. Je ne te dirai jamais quoi acheter. Ce n'est ni le sujet, ni mon rôle. On explique des mécanismes, tu décides. On commence par la question la plus simple, et la plus mal comprise de toutes. D'où vient l'argent que tu gagnes? Acte 1. Acte 1. La machine. Avant de parler d'action, de graphique ou de rendement, il faut comprendre le décor. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une économie entière, aussi compliquée qu'elle en est l'air, tient sur 3 pièces. Les ménages, les entreprises, les banques. 3 pièces, 2 moteurs. C'est tout ce dont on a besoin pour les 8 prochaines minutes. Je vais commencer par une question qui a l'air idiote. D'où vient l'argent que tu gagnes? Pas où va-t-il? Ça, tout le monde le sait, il part en loyer, en courses, en impôts. Non. D'où il vient? Parce que si tu ne peux pas répondre à ça, tu ne pourras jamais comprendre pourquoi une entreprise vaut 50 milliards, ni pourquoi une bourse s'effondre en 3 semaines. Une économie, ce n'est pas une équation. C'est une pile de transactions. Une transaction, c'est toujours la même chose. Quelqu'un donne de l'argent, quelqu'un donne un bien ou un service. Les 2 flèches partent en même temps, dans les 2 sens. Une baguette à la boulangerie, une transaction. Ton salaire à la fin du mois, une transaction. Tu donnes ton temps, on te donne de l'argent. Un achat d'actions Total Énergie, une transaction. Le même schéma à chaque fois. Et quand on empile assez de transactions, on obtient une économie. Alors mettons ça en mouvement. À gauche, les ménages, toi, moi. À droite, les entreprises. Les ménages donnent leur travail aux entreprises. Les entreprises leur versent des salaires. Avec ces salaires, les ménages dépensent. Et cette dépense, c'est le chiffre d'affaires des entreprises qui leur permet de payer les salaires. Regarde bien. C'est une boucle. Elle tourne sur elle-même, indéfiniment. Ce qui nous amène à la phrase la plus importante de cet acte, et probablement de toute cette heure. Ta dépense est le revenu de quelqu'un d'autre. Il n'y a aucune exception à ça. Aucune.
Ce que tu dépenses ce mois-ci finit sur le compte en banque d'une entreprise ou d'une autre personne. Et ce que tu gagnes vient de la dépense de quelqu'un d'autre. C'est le fil qui relie ton compte courant au chiffre d'affaires d'une société cotée. Garde-le. On va tirer dessus pendant 1 heure. Un chiffre pour rendre ça concret, près de 3 000 milliards d'euros. C'est le produit intérieur brut de la France. Et la plupart des gens se trompent sur ce que ce chiffre représente. Ce n'est pas la richesse de la France. C'est la somme de toutes les dépenses réalisées sur le territoire en une année. Mais comme ta dépense est le revenu d'un autre, c'est aussi exactement la somme de tous les revenus. Les deux chiffres sont le même chiffre. Retiens ça. Quand on te dira que la croissance ralentit, ça voudra dire une seule chose: quelqu'un, quelque part, a arrêté de dépenser. Sauf que si l'économie n'était que cette boucle, elle serait d'un ennui parfait. Elle avancerait tout doucement, au rythme de ce qu'on produit en plus chaque année. Pas de boom, pas de crise, pas de bourse à 15% en un an. Il manque une pièce. Les ménages ne dépensent pas tout. Ils épargnent. En France, autour de 18% de leurs revenus, ce qui est énorme. Cette épargne va à la banque. Et la banque, elle, la reprête. Aux ménages et aux entreprises. Voilà la troisième pièce et le deuxième moteur, le crédit. Il faut être très clair sur ce qu'est une dette, parce que presque tout le monde s'en fait une image morale, alors que c'est une opération sur le temps. Pour celui qui emprunte, dépenser aujourd'hui plus qu'il ne gagne aujourd'hui, en échange de quoi il dépensera moins demain, parce qu'il remboursera. Pour celui qui prête, renoncer à une dépense aujourd'hui pour récupérer davantage plus tard. Et pour l'économie dans son ensemble, une dépense qui n'existait pas apparaît maintenant. Donc un revenu qui n'existait pas apparaît maintenant. Le crédit ne crée pas de richesse. Il déplace son calendrier. Prends un appartement à 250 000 euros. L'acheteur a 30 000 euros d'apport. La banque met les 220 000 qui manquent. Le vendeur, lui, reçoit 250 000 euros et il ne se demande pas d'où ils viennent. Il va les dépenser à son tour en achetant autre chose, en payant quelqu'un. Regarde ce qui vient de se passer. Sur les 250 000 euros qui circulent maintenant dans l'économie, 220 000 n'existaient pas ce matin. Multiplie ça par des millions de crédits et tu tiens la vraie raison pour laquelle une économie peut accélérer beaucoup plus vite que sa capacité à produire. Et c'est précisément là que naît le cycle. Phase 1, l'expansion. Le crédit coule, tout le monde dépense, les revenus montent, donc on prête encore plus. Chacun se sent plus riche. Phase 2, le pic. C'est le moment où l'on entend que cette fois, c'est différent. Ça ne l'est jamais. Phase 3, la contraction. Les revenus ne suivent plus les remboursements. Les gens arrêtent de dépenser pour rembourser. Mais comme ta dépense est le revenu d'un autre, le revenu de tout le monde baisse, en même temps. Phase 4, le creux. Les taux baissent, le crédit redevient accessible et tout repart. Ce n'est pas la météo. C'est une conséquence mécanique du crédit. Un seul exemple, parce qu'il contient tout. 2008. Avant, on prête du crédit immobilier à des ménages américains qui ne peuvent pas rembourser. Les prix montent, donc les banques prêtent davantage, donc les prix montent encore. Le retournement, les prix arrêtent de monter. Les remboursements, eux, continuent. La dépense de tout le monde se met à baisser en même temps. Phase 3, en très grand. Après, les banques centrales entrent en scène et changent le prix du temps. Et ça, c'est exactement le sujet de l'acte 2. Avant d'y aller, 3 questions. Tu peux y répondre ce soir, sans aucun outil. 1. Est-ce que le crédit est facile ou difficile à obtenir en ce moment? 2. Est-ce que les taux montent ou baissent depuis 12 mois? 3. Autour de toi, est-ce qu'on emprunte pour acheter ou est-ce qu'on rembourse? 3 réponses, et tu sais approximativement dans quelle phase du cycle tu investis. C'est déjà plus que ce que fait la majorité des gens qui achètent des actions. Ce qu'il faut retenir de l'acte 1. L'économie n'a que 2 moteurs, ce qu'on gagne et ce qu'on emprunte. Le premier avance lentement, régulièrement. Le second accélère, puis se retourne, et c'est lui qui fabrique le cycle, donc les hausses et les baisses que tu verras s'afficher sur un écran de bourse. Il nous reste une question, et c'est celle qui commande tout le reste. Qui décide du prix du crédit? Acte 2.
Acte 2. Le thermostat. Qui décide du prix de l'argent et pourquoi ça change toute ta vie? À la fin de l'acte 1, on a laissé une question en suspens. L'économie n'a que deux moteurs, ce qu'on gagne et ce qu'on emprunte. Le premier dépend de ton travail. Mais le deuxième? Qui fixe le prix du crédit? Qui décide qu'emprunter coûte cher ou presque rien? Ce n'est ni ton banquier, ni le gouvernement. C'est une institution que tu ne verras jamais, et qui pourtant règle la température de toute l'économie. Voilà la question de cet acte. D'abord, un détour indispensable. Qu'est-ce que l'argent, au fond? Prends un billet de 20 euros. C'est du papier. Il ne se mange pas, il ne chauffe pas, il ne sert à rien tout seul. Pourtant, tu peux l'échanger contre un plein de courses. Pourquoi? Parce que tout le monde accepte de l'accepter. La monnaie ne vaut que par la confiance. Tant que tout le monde croit qu'elle vaut quelque chose, elle vaut quelque chose. Et cette confiance a un gardien. Quelqu'un doit garantir que ton billet achètera encore demain à peu près ce qu'il achète aujourd'hui. Ce gardien, c'est la banque centrale. Quand cette machine se grippe, ça s'appelle l'inflation. Oublie la définition des manuels. Rappelle-toi l'acte 1. Ta dépense est le revenu de quelqu'un d'autre. Imagine maintenant que tout le monde dépense beaucoup plus, en même temps. Les files s'allongent, les rayons se vident. Le boulanger voit qu'il vend tout avant midi. Que fait-il? Il augmente le prix de la baguette. Et comme son revenu, c'est ta dépense, toi tu demandes une augmentation à ton patron, qui la répercute sur ses prix. Les prix montent, les salaires suivent, les prix remontent. L'inflation, c'est le circuit de l'argent qui s'emballe. Un chiffre pour mesurer. En temps normal, l'inflation en France tourne autour de 2% par an. C'est le réglage d'usine, celui que les banques centrales visent. Un peu d'inflation, c'est même sain, ça fait tourner la machine. Mais lors du dernier grand épisode inflationniste, après la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, la machine s'est emballée. L'inflation a dépassé 5% en France et approché les 10% dans la zone euro. Ton panier de courses, ton plein d'essence, ta facture d'énergie, tout a flambé en même temps. C'est là que le thermostat entre en scène. Voici l'outil. Le taux directeur. C'est le prix de l'argent tout court, le taux auquel les banques elles-mêmes empruntent auprès de la Banque centrale. Pour l'euro, c'est la Banque centrale européenne, la BCE, qui le fixe depuis Francfort. Aux États-Unis, c'est la Réserve fédérale, la Fed. Ces institutions sont indépendantes des gouvernements et c'est voulu. On ne confie pas le thermostat à ceux qui ont intérêt à pousser le chauffage avant les élections. Plusieurs fois par an, la BCE se réunit et annonce un chiffre. Un seul chiffre. Et tout le reste découle de lui. Ajoute-la au schéma. En bas, tu as les ménages et les entreprises. Au milieu, les banques qui transforment l'épargne en crédit. Et maintenant, tout en haut, la Banque centrale. Son taux directeur descend dans tout le circuit, comme de l'eau dans des tuyaux. Les banques empruntent à ce prix, puis te prêtent à ce prix plus leur marge. Quand le taux du haut bouge, tous les taux du bas bougent. Le crédit immobilier, le crédit à la consommation, le prêt des entreprises. Un seul robinet, tout le circuit. Voici le mécanisme complet. L'inflation dépasse le réglage. La Banque centrale monte son taux. L'argent devient plus cher pour les banques, donc pour toi. Le crédit ralentit. Moins de gens achètent un appartement, moins d'entreprises empruntent pour investir. La dépense ralentit. Et souviens-toi, ta dépense est le revenu d'un autre. Si tout le monde dépense moins, le boulanger vend moins vite et il n'ose plus augmenter ses prix. Les prix ralentissent. Taux qui monte, crédit qui ralentit, dépenses qui ralentit, prix qui ralentissent. Le thermostat vient de refroidir la maison. Et ça marche dans l'autre sens. Quand l'économie s'endort, quand l'inflation tombe trop bas ou que le chômage menace, la Banque centrale baisse son taux. L'argent devient presque gratuit. Le crédit repart, la dépense repart, l'activité repart. Pendant des années, les taux sont restés proches de zéro en Europe. Emprunter ne coûtait quasiment rien. C'est la même machine, tournée dans l'autre sens. Le thermostat ne connaît que deux gestes, ouvrir ou fermer. Toi, concrètement, tu le sens à 3 endroits.
D'abord, ton livret A. Son taux est fixé par l'État, mais il suit de près les taux de la BCE. Quand les taux directeurs montent, ton livret rapporte davantage. Quand ils descendent, ils fondent. Ensuite, ton crédit immobilier. Pour un emprunt de 200 000 € sur 20 ans, un point de taux en plus, c'est autour de 100 € de plus chaque mois, soit plus de 20 000 € sur la durée du prêt. Et enfin ton loyer. Quand le crédit est cher, moins de gens achètent, la demande de location augmente et les loyers suivent. Personne ne t'a consulté. Mais la décision de Francfort arrive jusqu'à ton compte en banque. Et c'est là que la bourse entre dans l'histoire. Retiens ce principe. Quand le prix de l'argent change, la valeur de tout le reste change. Si l'argent rapporte 4% sans risque, pourquoi accepter un placement risqué qui en rapporterait 3 ? Quand les taux montent, les investisseurs exigent plus de rentabilité et les actions baissent. Quand les taux baissent, l'argent cherche du rendement partout et il se précipite vers la bourse. Ce n'est pas de la spéculation incompréhensible. C'est de l'arithmétique. Le taux directeur est le point de comparaison de tous les prix du monde financier. Revenons aux deux moteurs de l'acte 1. Ce qu'on gagne et ce qu'on emprunte. Tu vois maintenant que le second a un chef d'orchestre. La banque centrale ne produit rien, ne vend rien, n'emploie presque personne. Mais en réglant le prix de l'argent, elle accélère ou freine les deux moteurs à la fois. Elle ne décide jamais à ta place. Elle rend certains comportements plus chers et d'autres moins chers. C'est tout. Et c'est énorme. À retenir. L'argent ne vaut que par la confiance, et la confiance a un thermostat, le taux directeur, fixé par la banque centrale. Quand ce taux monte, le crédit ralentit, la dépense ralentit, les prix ralentissent. Et quand le prix de l'argent bouge, la valeur de tout le reste bouge avec. Il reste un mystère. Ce thermostat agit sur tout le circuit, mais au centre du circuit, quelqu'un crée la valeur au départ. Quelqu'un qui transforme du travail et des idées en revenus, puis en profit. Comment une entreprise peut-elle valoir des milliards? Et pourquoi peut-on en acheter un morceau? Acte 3. Acte 3. L'entreprise. D'où vient réellement la valeur? À la fin de l'acte 2, on a refermé le thermostat. Mais regarde le schéma. Au centre du circuit, il y a une boîte qu'on n'a jamais ouverte, l'entreprise. C'est elle qui transforme du travail et des idées en revenus, puis en profit. Et pourtant, personne ne t'a jamais expliqué ce qu'il y a dedans. Alors voici la question de cet acte. D'où vient réellement la valeur? Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise vaut des milliards pendant qu'une autre ne vaut presque rien? Une entreprise, ce n'est ni un logo, ni un cours de bourse. C'est une machine. Elle prend 3 choses en entrée, du travail, des machines et des bâtiments, et de l'argent pour tout payer. Et elle en sort une seule, des revenus, parce que des clients dépensent chez elle. Souviens-toi de l'acte 1, ta dépense est le revenu de quelqu'un d'autre. Le chiffre d'affaires d'une entreprise, c'est exactement ça, vu de l'autre côté, la somme des dépenses de ses clients. Tout le reste n'est que de la comptabilité. Pour ouvrir la machine, il faut 3 documents. Le premier s'appelle le bilan. Une photo prise un jour donné. D'un côté, tout ce que l'entreprise possède, ses usines, ses stocks, l'argent sur son compte. De l'autre, comment tout ça a été payé, ce qu'elle doit aux banques et ce qui appartient à ses propriétaires. Les 2 colonnes font toujours le même total. Pourquoi? Parce que chaque euro qu'elle possède a été apporté ou emprunté par quelqu'un. Le bilan répond à une seule question. Qu'est-ce qu'elle a et à qui elle le doit? Le deuxième document, c'est le compte de résultat. Le bilan était une photo. Celui-ci est un film. Il raconte une année entière. Tout ce qui est rentré, les ventes, le chiffre d'affaires. Tout ce qui est sorti, les salaires, les matières premières, les loyers, les impôts, les intérêts des dettes. Et à la dernière ligne, la différence entre les deux, le résultat. S'il est positif, c'est un bénéfice. S'il est négatif, c'est une perte. C'est le chiffre que tous les journaux commentent. Et tu vas voir dans une minute pourquoi il faut s'en méfier. Parce qu'un bénéfice n'est pas de l'argent dans la poche. Exemple. Tu vends pour 1 million de marchandises en décembre, mais ton client paie à 90 jours. Au compte de résultat, 1 million de ventes, donc un beau bénéfice.
Sur ton compte en banque, 0, pendant 3 mois. À l'inverse, tu achètes une machine à 1 million. Sur le compte en banque, moins 1 million d'un coup. Mais au compte de résultat, la dépense est étalée sur 10 ans. Une entreprise peut donc afficher des bénéfices et mourir, faute de cash pour payer ses salaires à la fin du mois. C'est pour ça qu'il existe un troisième document, et pour moi le plus honnête des trois, le tableau des flux de trésorerie. Pas de théorie, pas de date de paiement promise. Juste l'argent qui est entré pour de vrai et l'argent qui est sorti pour de vrai, sur l'année. Ce que les clients ont réellement payé. Ce que l'entreprise a réellement versé. Ce qui reste à la fin. Retiens cette idée. Le bénéfice est une opinion, le cash est un fait. Les faillites ne se déclarent jamais au compte de résultat. Elles se déclarent à la trésorerie. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise vaut cher? Pas son passé, pas ses bénéfices d'hier. Ce qui compte, c'est sa capacité à générer du cash demain. Une entreprise vaut la somme de tout l'argent qu'elle fera entrer dans les caisses de ses propriétaires dans le futur. C'est contre-intuitif, et pourtant c'est la seule logique possible. Personne n'achète un restaurant pour ce qu'il a encaissé l'an dernier. On l'achète pour ce qu'il encaissera les années prochaines. Le passé sert d'indice, rien de plus. La valeur, elle, est toujours tournée vers demain. Prenons un exemple que tout le monde connaît, LVMH. Vuitton, Dior, Hennessy. Chaque année, le groupe vend pour environ 80 milliards d'euros de sacs, de parfums et de champagne. Il paie ses couturières, ses vendeuses, ses usines, ses impôts. Et à la fin, il reste autour de 20 milliards d'euros de cash réel, année après année. Voilà pourquoi ce groupe vaut plusieurs centaines de milliards. Pas à cause de ses bénéfices passés. Parce que tout le monde estime que cette machine continuera à produire du cash pendant très longtemps. La valeur, c'est ça. Une promesse de cash futur. Rebranche maintenant cette machine sur le circuit de l'argent. L'entreprise vit de ta dépense, puisque ta dépense est son revenu. Elle vit aussi du crédit, ce deuxième moteur de l'acte 1, quand elle emprunte pour construire une usine. Et elle subit le thermostat de l'acte 2, quand la banque centrale monte ses taux, ses emprunts coûtent plus cher, et ses clients dépensent moins. Revenus qui ralentissent, coûts qui montent, le cash se contracte. Tu vois la logique. Tout ce que nous avons appris jusqu'ici se termine au même endroit, dans la trésorerie d'une entreprise. Tu n'as pas besoin d'un diplôme de finance pour regarder dedans. 3 questions suffisent pour commencer. 1. Est-ce que le chiffre d'affaires grandit, année après année? 2. Est-ce que le cash qui entre est supérieur au cash qui sort? Autrement dit, est-ce que la machine gagne plus qu'elle ne consomme? 3. Est-ce que la dette est supportable ou est-ce que les remboursements mangent tout le cash? Ces 3 réponses tiennent dans les 3 documents qu'on vient de voir. Le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux. Tout est public pour les entreprises cotées. Il reste pourtant un paradoxe, et c'est la porte d'entrée de la bourse. Si la valeur d'une entreprise, c'est le cash qu'elle produira demain, alors cette valeur repose sur des estimations. Sur l'avenir. Et l'avenir, personne ne le connaît. 2 personnes raisonnables, avec les mêmes documents sous les yeux, peuvent estimer des futurs très différents. L'une voit LVMH vendre davantage de sacs pendant 20 ans. L'autre voit les goûts changer, la concurrence arriver. 2 visions, 2 valeurs. La valeur d'une entreprise n'est donc pas un chiffre. C'est un débat. À retenir. Une entreprise est une machine qui transforme du travail et du capital en revenus. 3 documents la décrivent, le bilan, ce qu'elle possède et ce qu'elle doit. Le compte de résultat, ce qui rentre moins ce qui sort. Le tableau des flux, l'argent qui bouge pour de vrai. Le bénéfice est une opinion. Le cash est un fait. Et une entreprise vaut le cash qu'elle générera demain. Mais si la valeur est un débat, une question devient urgente. Pourquoi le cours d'une action change-t-il toutes les secondes? Acte 4. Acte 4. Le marché. Pourquoi une action a-t-elle un prix? Et pourquoi ce prix bouge-t-il toutes les secondes? À la fin de l'acte 3, on a laissé un paradoxe. Une entreprise vaut le cash qu'elle générera demain, et comme personne ne connaît demain, sa valeur n'est pas un chiffre, c'est un débat. Alors, voici la question de cet acte. Si la valeur est un débat, comment se fait-il qu'une action affiche un prix précis, au centime près, qui change à chaque instant?
Qui décide de ce nombre? Pourquoi bouge-t-il? C'est le cœur de la bourse, et c'est beaucoup plus simple qu'on te le laisse croire. D'abord, remettons les choses à leur place. Quand tu achètes une action, tu n'achètes pas un ticket de loterie, ni un pari sur un chiffre qui monte. Tu achètes un morceau d'entreprise. Un tout petit morceau, certes, mais un vrai. Une action, c'est une part de propriété. Elle te donne droit à ta part des profits futurs, parfois versés en dividendes, et parfois à un droit de vote en assemblée générale. Tout ce qu'on a vu à l'acte 3 s'applique à toi, le bilan, le cash, la dette. Tu n'es plus spectateur. Tu es copropriétaire. Maintenant, où se passe l'échange? Ajoute une pièce au schéma du circuit de l'argent. Entre les ménages et les entreprises, il y a un lieu où les parts d'entreprise changent de main, la bourse. Concrètement, c'est un carnet d'ordre, un immense tableau tenu par ordinateur. D'un côté, des acheteurs qui annoncent le prix qu'ils acceptent de payer. De l'autre, des vendeurs qui annoncent le prix auquel ils acceptent de céder. Quand les deux se rejoignent, l'échange a lieu. Rien de plus. Des millions de personnes, chaque jour, qui se mettent d'accord. Et c'est là qu'il faut comprendre ce qu'est un cours de bourse. Ce n'est ni une estimation officielle, ni un prix fixé par une autorité. C'est simplement le dernier accord trouvé entre un acheteur et un vendeur. Rien d'autre. Personne ne fixe le cours d'une action. Pas l'entreprise, pas l'État, pas la bourse elle-même. Le cours est le point de rencontre, à une seconde donnée, entre celui qui voulait le plus acheter et celui qui voulait le plus vendre. Le prix affiché sur ton écran, c'est la trace du dernier compromis. C'est tout. Tu te souviens de la fin de l'acte 3? Deux personnes raisonnables, avec les mêmes documents, peuvent estimer des futurs très différents. Eh bien, la bourse, c'est ce débat organisé en permanence. À chaque instant, quelqu'un pense que l'action vaut plus que son prix, et quelqu'un d'autre pense qu'elle vaut moins. L'un achète, l'autre vend, et chacun croit faire une bonne affaire. C'est précisément pour ça qu'il y a un marché. Si tout le monde était d'accord sur la valeur, personne n'échangerait jamais rien. Le désaccord n'est pas un défaut de la bourse. C'est son carburant. Ce qui nous amène à la distinction la plus importante de cet acte. La valeur d'une entreprise et le prix de son action ne sont pas la même chose. La valeur, c'est le cash futur, ce qu'on a vu à l'acte 3, une estimation, un débat. Le prix, c'est ce que les gens paient aujourd'hui, le dernier accord du carnet d'ordre. La plupart du temps, les deux sont proches. Parfois, ils s'écartent beaucoup pendant longtemps. Une excellente entreprise peut être trop chère en bourse. Une entreprise moyenne peut être bradée. Confondre prix et valeur, c'est la première erreur du débutant. Alors, qu'est-ce qui fait bouger le prix? 4 forces. D'abord, les résultats. Quand une entreprise publie ses chiffres, les estimations de cash futur bougent, donc les prix bougent. Ensuite, les anticipations. Le marché ne réagit pas au présent. Il réagit à ce qu'il croit du futur. Troisième force, tu la connais déjà, le thermostat de l'acte 2. Quand la banque centrale monte ses taux, les actions deviennent moins attractives et elles baissent. Et la quatrième force, c'est l'humeur collective. La peur et l'optimisme se contagient, exactement comme une rumeur dans une cour d'école. Un exemple français pour ancrer tout ça, Airbus. Un avionneur, des usines, des carnets de commandes remplis pour des années. Quand Airbus annonce de grosses commandes et des livraisons en hausse, les investisseurs révisent leurs estimations de cash futur à la hausse et le cours monte. Quand une crise sanitaire cloue les avions au sol et que les compagnies annulent leurs commandes, l'entreprise garde les mêmes usines et les mêmes ingénieurs. Mais le cours s'effondre, parce que c'est le futur imaginé qui a changé. L'entreprise, elle, n'a presque pas bougé. C'est le débat sur son avenir qui a changé de camp. Et l'humeur collective, elle, peut emporter tout le monde, y compris les bonnes entreprises. Tu connais la phrase pivot de l'acte 1. Ta dépense est le revenu de quelqu'un d'autre. En bourse, il y a un équivalent. Quand tout le monde a peur en même temps, tout le monde vend en même temps. Et les prix baissent, quelle que soit la qualité des entreprises. À l'inverse, quand l'euphorie prend, les gens achètent n'importe quoi à n'importe quel prix. Ce n'est pas de la logique. C'est de la psychologie de foule, amplifiée par la vitesse des écrans. Et elle frappe toujours deux fois.
à la baisse, puis à la hausse. Heureusement, il y a une loi qui remet de l'ordre. Et c'est peut-être la phrase la plus utile de cette heure. À court terme, la bourse est une machine à voter. Elle mesure la popularité, l'humeur, la peur du moment. À long terme, c'est une machine à peser. Elle finit toujours par mesurer le cash réellement produit. Une entreprise peut être impopulaire pendant des mois et excellente pendant des années. À la fin, c'est la pesée qui gagne. Le bénéfice est une opinion, le cash est un fait, et le temps finit par trier les faits des opinions. C'est pour ça que l'horizon compte plus que le timing. Alors, que faire de tout ça, concrètement? 3 réflexes. 1. Quand un cours s'effondre, pose-toi la bonne question. Est-ce la valeur qui a changé, c'est-à-dire le cash futur de l'entreprise, ou seulement l'humeur du marché? 2. Méfie-toi des mouvements sans nouvelles. Un cours qui bouge de 10% sans aucune information, c'est souvent de la foule, pas du fond. 3. Accepte que personne, absolument personne, ne sache où ira le cours demain. Ni les analystes, ni les chaînes d'infos, ni ton voisin. Celui qui prétend le contraire te vend quelque chose. À retenir. Une action, c'est un morceau d'entreprise, pas un ticket de loterie. Son prix n'est fixé par personne. C'est le dernier accord trouvé entre un acheteur et un vendeur. Le prix, c'est l'humeur du moment. La valeur, c'est le cash futur. À court terme, la bourse vote. À long terme, elle pèse. Mais une question se pose maintenant. L'action n'est qu'un véhicule parmi d'autres. Il existe des obligations, des fonds, des livrets, des trackers, chacun avec ses règles, ses risques et son public. Lesquels existent et pour qui? Acte 5. Acte 5. Les véhicules. Où peux-tu mettre ton argent et à quel prix? À la fin de l'acte 4, tu sais ce qu'est une action et pourquoi son prix bouge. Mais la bourse n'est pas le seul endroit où dormir fait gagner ou perdre de l'argent. Livrets, obligations, fonds, immobilier, or, crypto. On te propose tout, partout, avec des promesses contradictoires. Alors voici la question de cet acte. Où peux-tu mettre ton argent? Et surtout, à quel prix? Parce que chaque véhicule a un prix caché, et ce prix s'appelle le risque. Reprenons le schéma. De ton épargne. 6 tuyaux partent vers des destinations différentes. Avant d'ouvrir les tuyaux, une seule grille de lecture, et elle suffit pour tout. 3 curseurs, reliés entre eux, le rendement, le risque et l'horizon. Le rendement, c'est ce que tu gagnes. Le risque, c'est l'amplitude des secousses en route. L'horizon, c'est le temps pendant lequel tu peux laisser l'argent en place. Et voici la loi qui ne souffre aucune exception. Plus tu veux de rendement, plus tu dois accepter de risques, et plus il te faut d'horizon. Quiconque te promet un rendement élevé, sans risque, et disponible demain, te ment. Cette phrase peut te sauver des milliers d'euros. Premier tuyau, l'action. Tu la connais déjà depuis l'acte 4. Une part d'entreprise, un droit sur les profits futurs. Sur longue période, c'est historiquement le véhicule le plus rentable, parce que tu es copropriétaire des machines à cash de l'acte 3. Mais le prix à payer, ce sont les secousses. Un portefeuille d'actions peut perdre un tiers de sa valeur en quelques mois, sans que rien n'ait changé dans les entreprises. La bourse vote à court terme, elle pèse à long terme. Si ton horizon se compte en années, les secousses se lissent. En semaines, elles peuvent te détruire. Deuxième tuyau, l'obligation. Ce n'est pas une part d'entreprise, c'est un prêt. Tu prêtes de l'argent à un État ou à une entreprise, et en échange tu touches des intérêts réguliers, puis tu récupères ta mise au bout. Le revenu est écrit à l'avance, donc prévisible. C'est le deuxième moteur de l'acte 1, le crédit, vu de l'autre côté. Cette fois, c'est toi le créancier. Mais attention, une obligation reste sensible au thermostat de l'acte 2. Quand les taux directeurs montent, les vieilles obligations aux intérêts faibles perdent de leur valeur. Prévisible ne veut pas dire sans risque. Troisième tuyau, et sans doute le plus utile pour un particulier. L'ETF, qu'on appelle aussi tracker. L'idée est d'une simplicité redoutable. Au lieu de choisir une entreprise, tu achètes en un seul geste un panier qui contient des centaines d'entreprises, celle d'un indice entier, comme le CAC 40. Si une entreprise du panier coule, tu ne le sens presque pas. Les frais sont très bas, quelques dixièmes de % par an, contre souvent 2% pour les fonds vendus en agence.
Et cette différence de frais, sur 20 ans, peut représenter plus que la performance elle-même. On y reviendra. Quatrième tuyau, l'immobilier. Le préféré des Français et il a une qualité unique. C'est le seul placement que la banque accepte de financer presque entièrement. Tu te souviens de l'appartement de l'acte 1, 30 000 € d'apport, et la banque crée les 220 000 qui manquent. Ça s'appelle l'effet de levier. Tu contrôles un bien qui vaut 10 fois ton épargne. Si le bien prend de la valeur, le gain se calcule sur la totalité, pas sur ton apport. Mais attention au revers. L'immobilier est illiquide. Vendre prend des mois et les frais d'entrée sont lourds. Cinquième tuyau, l'or. Et il faut être honnête sur sa nature. L'or ne produit rien. Pas de loyer, pas de dividendes, pas de cash. Souviens-toi de l'acte 3. Une entreprise vaut le cash qu'elle générera. Un lingot, lui, restera exactement le même lingot dans 50 ans. Alors pourquoi en possède-t-on depuis 5000 ans? Parce que l'or est une assurance. Quand la confiance vacille, et tu sais depuis l'acte 2 que la monnaie ne vaut que par la confiance, l'or garde sa valeur. Ce n'est pas un moteur de richesse. C'est un gilet de sauvetage. On ne demande pas à un gilet de faire avancer le bateau. Sixième tuyau, celui dont on te parle le plus, la crypto. Traitons-la honnêtement, ni promotion ni mépris. Le Bitcoin et ses cousins sont des actifs numériques sans revenus. Pas de cash, pas d'intérêt, pas de loyer. Leur prix dépend uniquement de ce que le prochain acheteur acceptera de payer. Tu reconnais le carnet d'ordre de l'acte 4, mais sans entreprise derrière à peser à long terme. Résultat, une volatilité extrême, des hausses vertigineuses et des chutes de 70%. Certains y voient une monnaie du futur, d'autres une bulle. Personne ne sait. Ce que tu dois savoir, toi, c'est que c'est le tuyau le plus risqué des 6. Et le septième, celui que tu connais déjà, le livret A et son cousin le fonds euro de l'assurance vie. Sécurité totale, argent disponible à tout moment, zéro secousse. Alors quel est le prix? Il est invisible. Et tu l'as appris à l'acte 2, l'inflation. Si ton livret rapporte moins que la hausse des prix, ton argent dort en sécurité et perd de sa valeur chaque année. Tu ne vois rien sur le relevé, le chiffre monte même légèrement. Mais ton pouvoir d'achat, lui, recule. Le livret est parfait pour l'épargne de précaution. Comme véhicule de long terme, c'est une fuite lente. Maintenant, la seule vraie question. Pas quel est le meilleur placement, ça n'existe pas. La question est, dans combien de temps auras-tu besoin de cet argent? Demain? Livret? Rien d'autre, peu importe le rendement. Dans 3 ans pour un apport? Prudence, les secousses n'ont pas le temps de se lisser. Dans 15 ans pour la retraite ou les enfants. Là, le temps travaille pour toi et les tuyaux risqués deviennent tes alliés. Le triangle du début reprend tout son sens. Ton horizon détermine le risque que tu peux porter et le risque détermine le rendement que tu peux espérer. Tout le reste est du bruit. Un dernier piège, et il coûte des fortunes chaque année, les frais. 2 véhicules identiques, l'un facturé 1% par an, l'autre 0,2, donnent des résultats spectaculairement différents sur 20 ans. Parce que les frais se composent comme les intérêts, mais contre toi. La règle est simple. Chaque euro de frais est un euro qui ne travaillera jamais pour toi. Alors avant tout choix, regarde la ligne des frais, celle qu'on lit le moins et qui compte le plus. Et méfie-toi de la complexité. Un produit que tu ne peux pas expliquer en 2 phrases à un ami est un produit qui n'est pas fait pour toi. À retenir. Tous les véhicules se lisent sur un seul triangle. Rendement, risque, horizon. L'action rapporte le plus mais secoue fort. L'obligation prête et prévoit. L'ETF mutualise à frais minimes. L'immobilier amplifie grâce au crédit, mais reste illiquide. L'or assure sans produire, la crypto parie sans filet, et le livret protège en se faisant ronger par l'inflation. Et la seule vraie question, c'est la date à laquelle tu auras besoin de l'argent. Mais connaître les véhicules ne suffit pas. 2 personnes avec les mêmes outils obtiennent des résultats opposés. Qu'est-ce qui décide de ton résultat, à toi? Acte 6. Acte 6. Toi. Qu'est-ce qui décide vraiment de ton résultat? Tu connais maintenant la machine, le thermostat, l'entreprise,
le marché, les véhicules. Pourtant, tout ce savoir ne garantit rien. Deux personnes, les mêmes revenus, les mêmes outils, la même période, l'une termine aisée, l'autre n'a presque rien. Alors voici la question de cet acte, la plus personnelle des 7. Qu'est-ce qui décide vraiment de ton résultat? Spoiler, ce n'est ni l'intelligence, ni l'information, ni le choix du bon produit. C'est un mécanisme que tu peux mettre de ton côté, et 3 ennemis que tu portes en toi. Cet acte, c'est ton entrée dans le circuit. Commençons par le seul mécanisme qui travaille pour toi, sans effort, les intérêts composés. L'idée tient en une phrase. Les gains produisent à leur tour des gains, qui produisent des gains. Exemple. Tu places 10 000 € qui rapportent 7% par an. Après 10 ans, tu n'as pas 17 000 €, tu en as presque 20 000. Parce que chaque année, les intérêts de l'année précédente travaillent aussi. Après 20 ans, près de 39 000. Après 30 ans, environ 76 000. Tu n'as rien ajouté. C'est la boule de neige, petite au départ, démesurée à l'arrivée. Et voici la conséquence que presque personne ne tire. Le temps compte plus que le rendement et infiniment plus que le timing. Quelqu'un qui place 200 € par mois de 25 à 60 ans finit plus riche que quelqu'un qui place le double de 35 à 60 ans. Le premier a versé moins, mais la boule a roulé 10 ans de plus. C'est mathématique, pas moral. Alors oublie l'idée d'attendre le bon moment. Le bon moment, statistiquement, c'est tôt. Souviens-toi de l'acte 4. La bourse pèse à long terme. Les intérêts composés, c'est cette même patience appliquée à ton compte. Maintenant, l'ennemi silencieux, les frais. On en a parlé à l'acte 5, mais regardons la facture en face. Deux placements identiques qui rapportent 7% avant frais. Le premier prélève 0,2% par an, le second 2%, comme beaucoup de fonds vendus en agence. Sur 30 ans, pour 10 000 € de départ, le premier te laisse environ 74 000 €. Le second, à peine 43 000. La différence, plus de 30 000 € partis en frais, presque la moitié de ta richesse finale. Les frais se composent exactement comme les intérêts. Mais contre toi. Petit détour pratique, parce qu'en France, ton argent ne dort jamais nu. Il dort dans une enveloppe et l'enveloppe décide des impôts. 3 noms à connaître, une phrase chacun. Le compte-titre, l'enveloppe de base, tout est possible, tout est imposé chaque année. Le PEA, un compte réservé aux actions européennes, bloqué symboliquement 5 ans, puis presque plus d'impôts sur les gains. L'assurance vie, une enveloppe souple qui accepte presque tout, fonds euro compris, avec une fiscalité adoucie avec le temps. Ce ne sont pas des placements. Ce sont des boîtes. Ce que tu mets dedans relève de l'acte 5. Passons au 3 ennemis, et le premier est le plus coûteux, vendre dans la panique. Tu sais depuis l'acte 4 que l'humeur collective emporte tout et que les chutes font partie du jeu. Mais le savoir et le vivre sont deux choses. Quand ton écran affiche moins 30%, ton cerveau hurle une seule chose, sauf ce qui reste. Et presque tout le monde obéit. On vend au creux, on attend que ça remonte, on rachète haut. Résultat mesuré étude après étude. L'investisseur moyen gagne moins que le placement qu'il détient, parce qu'il entre et sort au pire moment. Le marché pardonne tout, sauf la panique. Deuxième ennemi, courir après ce qui vient de monter. Une action, un secteur, une crypto double en un an, tout le monde en parle, et tu arrives. Tu crois acheter de la performance. En réalité, tu achètes une performance passée, au prix fort, auprès de quelqu'un qui, lui, vend. C'est le carnet d'ordre de l'acte 4. Quand tu es le plus enthousiaste des acheteurs, quelqu'un est ravi de te céder sa place. Et troisième ennemi, le plus tenace. Croire que tu vas battre le marché. Les professionnels, payés des fortunes pour ça, n'y arrivent pas durablement dans leur immense majorité. L'humilité est un rendement. Et voici la bonne nouvelle. Il existe un geste qui neutralise une bonne partie de ses ennemis. L'investissement programmé. Le principe tient en une ligne. Tu verses la même somme, tous les mois, quoi qu'il arrive, sans regarder l'actualité. Quand les prix sont hauts, ta somme achète peu de parts. Quand les prix sont bas, elle en achète beaucoup. Tu achètes donc automatiquement plus quand c'est soldé, sans jamais avoir à te poser la question du bon moment.
La panique perd son pouvoir, puisqu'il n'y a plus de décision à prendre. Ce n'est pas spectaculaire. C'est précisément pour ça que ça marche. Regarde ce qui vient de se passer, mécaniquement. L'investissement programmé règle le timing. Les frais bas règlent la fuite. L'horizon long règle la panique, puisque tu n'as pas besoin de l'argent demain. Et renoncer à battre le marché règle l'orgueil. 4 problèmes, 4 gestes simples. Aucun ne demande de talent. Remarque la logique d'ensemble. Tout ce qui dépend de tes émotions est remplacé par une règle fixe, décidée à froid, un soir, tranquillement. Ton résultat futur ne dépendra pas de ta capacité à prévoir l'économie. Il dépendra de ta capacité à ne pas te saborder. C'est moins romantique. C'est infiniment plus rentable. Alors, ajoutons ta dernière pièce au schéma et regarde-le une fois complet. Ton compte entre dans le circuit. Chaque mois, une partie de ton salaire, ce revenu qui vient de la dépense de quelqu'un d'autre, ne repart pas en dépense. Elle part en épargne, et l'épargne rejoint le flux général. Vers des entreprises, si tu achètes des actions. Vers des États et des entreprises, si tu prêtes via des obligations. Vers la banque, si tu la laisses dormir. Ton argent devient le carburant de quelqu'un d'autre, exactement comme dans l'acte 1. La différence, c'est que cette fois, tu es payé pour ça. Le circuit te doit un loyer. Une mise au point indispensable, avant de conclure. Tout ce que tu viens d'entendre est de la mécanique, pas un conseil. Je ne t'ai recommandé aucun produit, aucune action, aucune somme, aucun calendrier. Et je ne le ferai pas, parce que ta situation, tes charges, ta tolérance aux secousses, je ne les connais pas. Ce que tu peux emporter, ce sont les questions. Quel est mon horizon? Quels frais je paie vraiment? Est-ce que je saurai ne rien faire quand l'écran sera rouge? Ces réponses-là t'appartiennent. Et elles valent plus que n'importe quel tuyau glané n'importe où, y compris ici. À retenir. Ton résultat se joue sur 4 choses. Le temps, qui fait rouler les intérêts composés. Les frais, qui freinent la boule de neige. Tes émotions, qui te poussent à vendre bas et acheter haut. Et la régularité, qui les neutralise toutes. Le gagnant n'est pas le plus malin, c'est le plus régulier. Il nous reste un acte, et ce sera le plus simple. On prend 100 €, un seul billet, et on les suit à travers tout le circuit. Ta dépense, le revenu d'une entreprise, le cash, la bourse, le thermostat, et retour à ton compte. Tout ce que tu as appris, en un seul trajet. Acte 7. Acte 7. La boucle. Un billet de 100 € traverse toute la machine. Plus de nouvelles notions. Ce dernier acte n'ajoute rien au schéma, il le parcourt. On prend 100 €, un seul billet, tombé sur ton compte le jour de ta paie. Et on le suit, étape par étape, à travers les 6 actes que tu viens de voir. La question est simple. Que devient un billet de 100 € quand il traverse toute la machine? Réponds-y, et tu sauras que tu as compris l'essentiel de cette heure. C'est parti. Départ, ton compte en banque. Ces 100 € sont un salaire, c'est-à-dire l'acte 1. Une entreprise te les a versés en échange de ton travail. Et cet argent, elle le tenait de la dépense de ses clients. Ta dépense est le revenu de quelqu'un d'autre, et réciproquement. Le billet que tu tiens a déjà circulé, il a été course, chiffre d'affaires, puis salaire. Tu n'es ni le début ni la fin de son histoire. Juste une étape. Premier embranchement, la dépense. Disons 70 € qui repartent aussitôt. Loyer, course, essence, abonnement. Chaque euro dépensé devient le revenu de quelqu'un d'autre et fait tourner la boucle ménage-entreprise de l'acte 1. Si tout le monde dépense en même temps, le circuit s'emballe, les prix montent et le thermostat de l'acte 2 entre en action. Tes 70 €, invisibles à ton échelle, participent à ce réglage. Tu es le circuit. Il te reste 30 €. Deuxième embranchement, l'épargne. Et là, choix numéro 1, dormir ou travailler. Au livret, l'argent est en sécurité, disponible. Mais tu le sais depuis l'acte 2. Quand l'inflation dépasse le rendement, le pouvoir d'achat fond doucement sans que le chiffre affiché bouge. La sécurité a un prix, et ce prix est invisible. Garder une réserve de précaution, oui. Tout y laisser dormir pendant 20 ans, c'est une fuite lente. Disons que 20 € partent travailler. Troisième étape.
ils rejoignent le marché de l'acte 4. Via un panier d'entreprise, par exemple, acheté chaque mois comme à l'acte 6. Concrètement, ton ordre arrive dans le carnet d'ordre, rencontre un vendeur et un prix se fait, le dernier accord du moment. Tes 20 € viennent d'acheter un tout petit morceau de machine à cash. Tu n'es plus seulement consommateur du circuit. Tu es copropriétaire. Que deviennent ces 20 € une fois investis? Ils suivent le sort des entreprises de l'acte 3. Celles-ci vendent, paient salaire et fournisseurs. Et ce qui reste, c'est le cash. Le bénéfice est une opinion. Le cash est un fait. Une partie de ce cash revient au propriétaire. Dividendes, rachat d'actions, réinvestissement qui fait grossir la machine. Tes 20 € ne dorment pas. Ils sont devenus une minuscule créance sur le cash futur de l'économie réelle. Mais le trajet n'est pas calme. 5e étape, les secousses. Quand la banque centrale monte ses taux, le thermostat de l'acte 2 refroidit tout et la valeur de ton morceau baisse. Quand l'humeur collective panique, l'acte 4 te rappelle que la bourse vote à court terme. Ton écran affiche moins qu'hier. C'est le moment que l'acte 6 t'a préparé à traverser. Ne rien faire, verser la même somme le mois suivant et laisser la pesée remplacer le vote. Et puis le temps passe. 6e étape, la boule de neige de l'acte 6. Les gains produisent des gains qui produisent des gains. Les frais bas laissent la neige s'accumuler, la régularité la protège de tes émotions. 20 € par mois, ce n'est rien. 20 € par mois pendant 30 ans, composé, c'est une autre histoire. Ton billet de départ n'est plus un billet. C'est devenu un flux, un ruisseau régulier qui grossit en silence. Regarde le schéma complet maintenant. Les ménages, les entreprises, les banques. La banque centrale tout en haut, la bourse au milieu, ton compte branché sur le flux. Et le billet de 100 € a fait le tour. Salaire, dépenses, revenus d'autrui, épargne, investissement, cash d'entreprise, rendement et retour vers toi, transformé. La boucle est refermée. Tout ce que tu as appris tenait sur ce seul dessin. Il n'y a jamais eu rien d'autre à comprendre. Alors, que sais-tu faire, concrètement, que tu ne savais pas faire il y a une heure? Lire une info économique sans t'y perdre. Taux, inflation, croissance, tu sais où chaque mot se branche. Poser les 3 bonnes questions devant une entreprise. Comprendre pourquoi un cours bouge et pourquoi ce n'est pas ton affaire à court terme. Choisir un véhicule en fonction d'une date, pas d'une promesse. Et surtout, reconnaître le mensonge le plus courant, rendement élevé, sans risque, disponible demain. Ce que tu ne sais pas encore. Aller plus loin sur chaque pièce. Comment lire vraiment un bilan, ligne par ligne? Comment fonctionne la fiscalité de chaque enveloppe dans le détail? Comment construire un plan qui ressemble à ta vie, pas à celle d'un autre? Tout ça existe, étape par étape, dans le parcours complet de la chaîne. Chaque acte de cette heure y a sa vidéo d'approfondissement. Prends-le dans l'ordre, à ton rythme. Personne ne te promettra de gain. On te promet seulement de comprendre. À retenir une dernière fois. L'économie a 2 moteurs, ce qu'on gagne, ce qu'on emprunte. La monnaie vaut par la confiance, et la confiance a un thermostat. Une entreprise vaut le cash qu'elle fera demain. La bourse vote à court terme, pèse à long terme. Les véhicules se choisissent sur un triangle, rendement, risque, horizon. Et ton résultat dépend du temps, des frais et de ta régularité. 100 €, 6 actes, une boucle. La suite du trajet t'appartient. Merci d'avoir fait le voyage. Si cette heure t'a servi, tu sais quoi faire. Un pouce, un abonnement et surtout un commentaire. Dis-moi quel acte tu veux qu'on développe en épisode complet. C'est exactement comme ça qu'on choisit la suite. À très vite.